Donc Yvan, en fait, c'est un camarade qui a une longue trajectoire dans l'extrême gauche française, qui est passé... c'est la longueur. Qui est passé par les directions d'organisations importantes de l'extrême gauche comme Lutte ouvrière et ensuite l'LCR et maintenant depuis un certain nombre d'années dans le NPA. Et c'est donc pour nous, en fait, un plaisir et une bonne chose de l'accueillir à notre université d'été. C'est un plaisir pour moi aussi d'être parmi vous, malgré la longueur des choses, trop longue. Et d'autant que j'ai aussi le plaisir d'avoir ce luxe de pouvoir me permettre de faire 2 universités d'été à la suite l'une de l'autre. La richesse est relative à l'état du mouvement révolutionnaire, mais je suis d'autant plus heureux justement que je peux me permettre, et je souhaite, et nous souhaitons nous permettre, d'être parmi vous aujourd'hui, après avoir passé 3 jours dans l'université d'été du NPA, parce que, voilà, nous souhaitons et nous pensons, et si nous pouvons y aider un temps soit peu, nous faisons tout ce que nous pouvons pour aider au débat entre toutes les tendances du mouvement révolutionnaire. Et je crois que c'est très bien que les choses en soient ainsi, même si bien des difficultés sont sur notre chemin. Pour discuter et engager le vif du sujet dont nous devons discuter, je crois que la tonalité de la période que nous abordons, des mois qui viennent et au-delà, a été donnée de façon, enfin à sa manière, on dira, sans la commenter, par Macron, à la fois par 2 choses. D'une part, fini l'indolence et l'abondance. On n'était pas au courant des deux découvertes conceptuelles de cette rentrée. L'abondance que nous avions et l'indolence. Je ne vais pas tous analyser, il faut dire. Bon. Et deuxièmement, il va nous falloir payer le prix de la liberté. D'autres auraient dit, mais ça a exactement le même sens, le prix de la défense de nos valeurs, de notre mode de vie, de nos origines, chrétiennes même, etc., etc. Je passe toutes les formulations que ce genre de politique trouve dans la bouche des différents démagogues qui prétendent asservir les affaires de la bourgeoisie. Mais en tout cas, ces gens-là prennent la mesure avec leur vocabulaire, leur psychologie et leur paranoïa propre d'un tournant politique majeur qui est en train de s'opérer dans la situation mondiale et nationale. Et je crois que c'est cette dimension-là qu'il nous faut prendre pour aborder le problème, se situer au niveau de leurs propres ambitions contre nous, pour envisager comment nous pouvons nous donner les moyens de répondre à cette offensive, de mettre en route les voies et les moyens de répondre à cette offensive qui s'inscrit dans, et je crois que c'est sans doute c'est ce qui détermine leur propre politique, c'est ce tournant de la situation mondiale qui répond à une crise historique globale du capitalisme totalement inédite dans sa forme, dans ses manifestations et dans son degré, non pas inédite de par les mécanismes qu'il engendre, c'est la logique même de l'accumulation capitaliste qui débouche sur cette crise, mais qui atteint un niveau inédit de par le développement de difficultés du capitalisme lui-même à se développer et à poursuivre son accumulation illimitée sur le dos des peuples et des travailleurs. Je crois que c'est cette rentrée, puisqu'on va commencer par l'aborder par cet angle-là quand même, les semaines et les mois qui viennent vont être dans ce contexte-là, je crois, je ne dirais pas déterminant parce que tout est déterminant sans l'être, mais néanmoins extrêmement important au sens où, comme pour les positions que les uns et les autres prennent par rapport à la guerre, les positions que les uns et les autres vont prendre au sein du mouvement ouvrier et du mouvement révolutionnaire par rapport aux évolutions qui s'engagent seront déterminantes pour les forces qui se construiront dans l'avenir. Je prends l'exemple de la guerre. Il est évident que
les forces qui n'arrivent pas à se dégager complètement de tout ce qui est l'opinion nationale construite par la bourgeoisie autour de l'idée, payer le prix de notre liberté, il devrait dire, de faire du profit, ne pas rompre avec cette politique radicalement et sans aucune réserve, ni aucune timidité, aucune gêne, déterminera les rapports politiques pour la suite. C'est clair, parce qu'il s'engage une militarisation du monde, tout le monde est au courant, des processus de guerre, et l'internationalisme passe quand même par une vérité déjà formulée il y a quelques décennies, que l'ennemi est dans notre propre pays et que aucune solidarité ne peut impliquer la moindre solidarité, quelle qu'elle soit, avec notre propre bourgeoisie, son État, sa politique et son soutien accordé à la guerre en Ukraine, le peuple ukrainien transformé en supplétif, instrumentalisé par les États-Unis et leurs alliés, dont la France, en supplétif dans leur politique de défense de leur capacité mondiale à défendre leurs profits. Je crois que dans ce contexte-là, avec les rebonds de la crise économique qui vont avoir lieu, l'inflation majeure qui domine la planète entière, et cette inflation qui n'est pas un quelconque mécanisme économique, qui est encore moins la logique salaire, les salaires on est trop payés, enfin l'indolence, l'abondance, fait que, bien sûr, l'inflation c'est notre faute. Non, l'inflation c'est tout simplement la politique des prix et le capital qui se paye par la hausse des prix, en profitant de circonstances, mais ils profitent de circonstances et les circonstances ne sont pas la cause. La cause, c'est l'épuisement de leur capacité à faire suffisamment de profit pour alimenter la soif exubérante, comme disait un des leurs, du capital pour éternellement s'alimenter, se reproduire, se développer, accumuler, etc. Et c'est cette politique-là qui engendre l'inflation, dans une période de rétrécissement économique, dans une période où le capitalisme n'arrive pas à trouver de nouveaux gains de productivité, parce que pour exploiter du travail vivant, il faut de plus en plus de travail constant, d'usines, de machines, de technologies, et ça ne rapporte pas, ça ne rapporte plus assez. Et comme ça ne rapporte plus assez, que le niveau de vie baisse, au lieu de développer un marché, le marché se rétrécit, et le capital, à défaut d'être capable d'investir dans la production, investit dans les opérations et transforme surtout le capitalisme en un capitalisme de plus en plus destructeur, prédateur, pilleur de richesses, et qui aboutit à ce qu'on connaît avec la crise écologique, qui est la manifestation la plus globale, si on peut dire, de la crise du capitalisme, même si les phénomènes économiques sont en train de prendre la même globalité, avec l'inflation, phénomène mondial, et avec la militarisation de la planète, phénomène mondial. Donc je crois que c'est ça qu'il faut prendre en compte dans le contexte, je ne serai pas plus long, mais avec cette rentrée donc, qui sera un moment décisif par rapport à ça. Je crois que je dirais un mot là-dessus parce que je pense que c'est important. On parle des révoltes au Sri Lanka, tout ça. On reste un peu par rapport à l'Hexagone et à l'Europe un peu, entre guillemets, exotique, je m'excuse du mot, mais néanmoins. On voit des luttes en Amérique latine, le Chili. Mais il se passe des choses maintenant, y compris ici, majeures. Dans un pays qui nous surprend quand même. Parce que pouvons-nous dire des Anglais il y a quelque temps qui votaient pour le Brexit, et on est au bord d'une grève générale en Angleterre aujourd'hui. Bon, avec certes des leaders ouvriers qui posent des tas de problèmes à tout niveau, les réformistes, ceux qui dirigent les luttes, bon. Mais il y a quelque chose d'une profondeur qui étonne, qui se passe, qui nous étonne. Bon, parce que même si on dit oui, on sait que l'explosion sociale, qu'on est au bord des... Mais bon, voilà, ça pète là où on s'y attendait pas, en Angleterre. Avec une crise politique qui prend des formules tout à fait anglaises d'ailleurs, avec des gens particulièrement bizarres, comme Johnson, enfin, je parle de la bourgeoisie anglaise. Que les camarades ne se sentent pas. Il n'y a pas d'anglais, ça va. Mais de la bourgeoisie anglaise qui a des produits quand même assez étranges, et une crise politique et une crise sociale majeure, et qui pose tous les problèmes qui nous sont posés pour, si ce n'est à la rentrée, dans quelques mois, on ne sait pas, il ne nous est pas possible, et nous ne cherchons pas à prévoir les rythmes d'évolution de la lutte de classe, mais nous cherchons à anticiper ce développement de la lutte de classe pour nous donner les moyens d'y intervenir et de la faire basculer dans le bon sens, de sorte que ce ne soit pas même pas des gens d'extrême droite, mais des gens comme ceux qui dirigent aujourd'hui, les dirigeants montants de la lutte en Angleterre, qui sont des
pour le Brexit, qui sont un peu nationalos, etc. Bon, voilà, il faut réellement qu'il y ait un courant qui naisse et qui émerge des luttes, de cette maturation de la conscience dans le monde du travail qui est en train de se poser, et surtout dans la jeunesse en particulier, une politique qui soit complètement fondée sur l'indépendance de classe et sur une perspective pour le mouvement ouvrier. Je crois que c'est ça notre préoccupation principale, avec, qui veut dire prendre en compte cette spécificité de la crise actuelle qui fait que toute volonté, toute velléité plus précisément réformiste est vouée à l'échec. C'est une parenthèse par rapport à, mais qui n'est pas sans importance, par rapport à la lutte par exemple, bien évidemment, on essaie de nous revendre aujourd'hui un réformisme un peu particulier, puisque ce réformisme est en fait quand même une caractéristique essentielle qui est d'abord sa rupture avec le mouvement ouvrier. Avec le vieux mouvement ouvrier, non seulement qu'il essaie de recycler les morceaux qui restent, mais globalement, c'est un populisme qui s'affiche tout de suite et ouvertement nationaliste, gestionnaire de l'État, au-delà de ces politiques plus ou moins diverses et bizarres sur la politique internationale, mais qui ne s'appuie pas réellement sur le mouvement ouvrier, qui veut que le mouvement ouvrier l'appuie. Ça, il n'y a pas de problème. Aurélie Trouvé, je peux vous raconter des petites histoires d'université d'été de l'UNPA, ça fera plaisir à tout le monde. Je crois qu'ici, je serai populaire assez facilement. Je suis très content de vous regarder. Je n'en abuserai pas, je vous rassure tout de suite, car j'y reviendrai sur la politique que nous défendons nous dans l'UNPA et puis nos avenirs communs, que nous souhaitons communs. Mais néanmoins, je vous dirai des petites histoires de l'université du NPA. Aurélie Trouvé parlant au meeting du NPA, chose que nous regrettons, pour notre part, mais expliquant très clairement sa politique. Nous avons besoin de vous, nous avons besoin des mobilisations sociales pour que quand nous serons au pouvoir, Nous appuyer. quand nous serons au pouvoir, nous appuyer. Voilà, et donc c'est une politique qui est une impasse, bien évidemment, parce qu'une fois au pouvoir, mais ils font comme ils viennent de faire au conseil régional de Tours, enfin comment la région s'appelle, qu'importe, de Tours, où ils ont voté des privatisations, parce que il faut être cohérent, il faut être efficace, il n'y a pas le choix. Donc le contexte actuel accélère les prises de conscience inévitablement du monde du travail par rapport à la crise que nous connaissons. Et ça, je crois que c'est très important, à la fois la rupture avec la NUPES qui s'est fait très rapidement, y compris dès le lendemain de la présidentielle, parce qu'il y a eu l'étape Mélenchon et l'étape NUPES, et puis maintenant les déceptions qui s'accumulent, et inversement proportionnelles à des prises de conscience du monde du travail qui se font au cœur de cette crise du capitalisme global, de tous. Regardez les évolutions de conscience sur un problème qui est quand même majeur aussi aujourd'hui, qui est la crise écologique. Comment cet été, d'incendie en incendie, d'inondation en inondation, tout le monde s'est dit, putain, pardon, excusez-moi, il y a quelque chose qui cloche. La crise climatique, c'est pas un truc qui se passe au ciel, quoi. Ça se passe sur Terre. C'est pas voilà. Et ça se passe sur Terre, et ça frappe tout le monde, et il y a un énorme problème. Et donc une prise de conscience qui se fait sur ce terrain-là, mais qui se fait avec le même rythme, même si elle n'est pas rendue, personne n'en rend compte, à part nous, de façon aussi développée, qu'est la prise de conscience que provoque l'inflation mondiale. Et les réponses que prétend y apporter la bourgeoisie. Il y a de la même façon une prise de conscience mondiale qui se fait depuis l'Argentine. Je ne me permettrai pas d'en parler plus précisément, mais avec les puissantes manifestations qui ont lieu la semaine dernière, très récemment, donc jusqu'ici, enfin partout en Afrique, l'inflation devient un phénomène mondial, c'est-à-dire la politique généralisée du capitalisme pour ponctionner par la hausse des prix une part croissante des richesses sans être capable de développer la production, et non seulement sans être capable de développer la production utile aux populations, mais au contraire en détruisant la planète et la production utile. Donc par rapport à ça, on a un problème considérable qui se pose à nous. Nous rentrons réellement, je crois, au-delà du moment de la rentrée, qui sera très important par rapport au fait que nous sommes entrés dans une nouvelle période historique.
réellement le développement du capitalisme et face auquel le mouvement est confronté, auquel il doit apporter des réponses stratégiques et programmatiques globales. Je crois que c'est ça le fond du problème aujourd'hui auquel nous sommes confrontés et auquel le mouvement trotskiste, dans sa diversité, sa multiplicité et sa balkanisation, est confronté. Je crois que des camarades de votre courant ou proches, je ne connais pas la nature de la relation, viennent de sortir un livre. Je crois qu'il y a un débat sur ce livre que j'ai lu et apprécié, qui s'appelle « Penser la révolution au XXIe siècle », au sujet de l'impérieuse actualité de la stratégie. Je l'ai apprécié en particulier autour d'une idée. Je ne retiens pas toujours beaucoup de choses, mais des fois j'essaie de retenir ce qui me semble essentiel. Le livre était gros, donc je ne vous parlerai pas de tout, mais j'ai retenu une idée. Une idée importante et qui me semble déterminante pour la suite, c'est que le recul de fait historique des consciences par rapport au marxisme et au communisme, et le recul des rapports de force est traduit par un recul de la stratégie, on dira, un recul de la pensée stratégique révolutionnaire, et que progressivement dans le mouvement trotskiste, dans l'ensemble de le mouvement trotskiste, je parlerai essentiellement, le programme de moins en moins connecté avec une pensée stratégique révolutionnaire s'est progressivement vidé de son propre contenu révolutionnaire. Et ça me semble une idée essentielle et qui résume, je crois, très bien la tâche qui est la nôtre aujourd'hui, c'est réintroduire la pensée stratégique dans le programme révolutionnaire. Je me référerai y compris à un camarade qui n'est pas de mon courant, puisque je n'ai jamais été réellement du courant de la 4e internationale, officielle. J'y ai participé quelque temps, mais membre plus invité que membre historique, même si les courants de démocratie révolutionnaire se sont toujours considérés comme des militants du mouvement trotskiste, donc de la 4e internationale dans ses diversités. Ben Saïd, donc, qui disait déjà, il y a quelques années, il nous faut retrouver l'unité et la cohésion entre un programme marxiste et une stratégie révolutionnaire. Il se trouve que malheureusement, ceux qui aujourd'hui constituent la majorité du NPA n'ont pas réellement cherché à développer cette pensée de Daniel. C'est tout à fait regrettable, et c'est d'autant plus regrettable que c'est justement la cause de la crise à laquelle est confronté le NPA aujourd'hui, et renvoie à cette impossibilité, ou cette incapacité, ou à cette non-volonté d'apporter ou de travailler collectivement. Nous avions à une époque essayé de porter ce débat-là, nous en particulier avec vous aussi, et c'est ça la grande difficulté, parce qu'après on se heurte à deux choses dans le monde trotskiste. Il faut me dire que je ne sois pas trop long parce que j'avais dépassé les 20 minutes. Je pense que ça va. Hein. T'es à 18, mais tu peux déborder un peu si tu veux. Ok. Il faut se méfier de moi. T'inquiète pas, je rattrape. Je te fais confiance. J'ai perdu mon fil. Oui, voilà. Donc, sinon, on tombe dans deux échecs, effectivement, que d'ailleurs vous prenez en compte. Le propagandisme abstrait de Hello avec lequel nous avions rompu, ou vous avez fait réciproquement d'ailleurs, vous avez un peu avec nous, ou avec eux, après 95, quand l'extrême gauche a réussi à dépasser le stade de 5% dans un pays comme la France, pour après, même y compris, atteindre des scores électoraux de 10%. Ce ne sont que des scores électoraux, mais néanmoins, ils expriment un sentiment politique qu'il faut analyser dans ses nuances, mais néanmoins d'attraction au moins du mouvement révolutionnaire, et l'extrême gauche n'a pas été capable d'en faire quoi que ce soit, avec d'une part ce sectarisme, cette attitude propagandiste de Hello, deux formes d'adaptation à la situation, aux appareils, qui est le propagandisme abstrait ou l'adaptation elle-même aux appareils, comme on le connaît, c'est depuis longtemps, parce que c'est une vieille tradition, nous disons un vieux réflexe poétique au sein du mouvement politique des partis larges de la 4, avec lequel le NPA avait plus ou moins une rupture, et qui aujourd'hui refleurit à un niveau jamais connu dans l'histoire de ce courant-là, puisque ça va jusqu'au soutien électoral de la NUPES aux élections législatives, qui est une adaptation, propagandisme, adaptation, suivisme, qui sont les deux mamelles de l'échec, en gros, du mouvement trotskiste, et auquel on
on n'a pas réussi à apporter de réponse. Je crois que la question centrale, c'est d'essayer d'y apporter une réponse, et que les mois qui viennent vont mettre en place des relations qui joueront dans ce sens-là, en particulier au regard de deux choses. D'une part, les luttes qui se déroulent depuis 2016, je ne raconte pas le détail, vous le racontez très bien. Et deuxièmement, l'émergence partout d'une nouvelle jeune génération. À l'université des deux NPA, la majorité des participants, comme ici, étaient des jeunes. On se trouvait particulièrement à l'aise, nous. Enfin, nous étions entourés de jeunes, c'est fort sympathique. Et ça exprime surtout quelque chose d'extrêmement profond, qui s'exprime dans nos universités d'été, qui s'exprime dans l'influence, y compris les meetings de Philippe pendant la campagne, quelles que soient leurs limites, attirer beaucoup de jeunes, et puis y compris le vote Mélenchon a été, dans les 10 derniers jours, un basculement d'une fraction importante de la jeunesse dans le vote anticapitaliste, entre guillemets, quoi qu'on pense de l'escroquerie politique, mais néanmoins, toute les fractions de cette jeunesse s'est détournée quelques semaines après, avant même la législative, voire c'est encore plus détourné après la législative, on verra à la rentrée comment tout ça prend forme, mais il y a une nouvelle génération qui cherche une politique et qui ne pourra pas se retrouver dans les vieilles organisations trotskistes si nous ne sommes pas capables d'inventer du neuf. De même qu'il y a hors des organisations trotskistes et des gens qui sont plus ou moins jeunes, il y a toutes sortes de catégories sociales, de gens qui sont des révolutionnaires, qui animent les luttes dans leur boîte, qui dans leur truc, leur machin, les sans-papiers, les trucs, limite, qui se pensent comme révolutionnaires, mais qui ne peuvent pas adhérer aux vieilles organisations avec lesquelles déjà ils ont rompu il y a 10 ans, il y a 15 ans, etc. Et je crois qu'il y a réellement toute une réalité à prendre en compte, et vous dites refonder l'extrême gauche, vous voulez créer une nouvelle organisation, je ne discuterai pas de ça au premier sens du terme, parce que tout le problème est le contenu politique de ce qu'on fait. Nous nous battons pour que le NPA devienne l'instrument de cette politique-là, contribuer à refonder notre stratégie, le programme, entraîner les autres courants révolutionnaires du NPA dans cette politique et faire du NPA l'instrument de tout ça. Vous avez fait un autre choix à travers un parcours que je ne discuterai pas, qui n'est pas du tout le problème de notre débat aujourd'hui. C'est le problème de la politique qu'on se fixe dans les mois, dans les semaines et mois qui viennent. Et je crois que là-dessus, nous avons à... Comment dire? Nous devons faire du neuf, mais comme tout processus évolutionniste, je ne veux pas m'adresser uniquement aux biologistes, comme tout processus évolutionniste, on fait du neuf avec du vieux. On a fabriqué nos oreilles, enfin la nature a fabriqué nos oreilles avec un bout de mâchoire, c'est étrange, pour dire qu'on peut faire des prodiges. Donc c'est tout bible. donc c'est pour dire qu'il nous faut partir de l'état des lieux existants. Je crois qu'on ne pourra pas construire un véritable parti des travailleurs révolutionnaires sans intégrer l'ensemble de cette histoire, de cette richesse d'expérience, de cette richesse militante, plus ou moins intégrée dans des organisations ou pas. Parfois c'est des organisations syndicales, parfois c'est des comités locaux, parfois c'était des interpros qu'on a vu naître il y a 3 ans ou 4 ans, enfin dans la foulée de 2016, et qu'on a pour certains d'entre nous maintenus en vie, plus ou moins, etc., qui vont, s'il y a quelque chose qui se passe, renaître et donner des cadres militants à ceux qui ne se retrouvent pas dans les organisations existantes. Et il nous faut prendre toute cette réalité sociale et politique en compte pour porter le projet que nous avons. C'est pour ça que nous, on pense que, y compris l'idée de convergence des luttes, et je conclurai là-dessus pour pas quand même être trop long, on pense que toute idée de refondation, et je pense qu'il y a réellement une idée de refondation, nous défendons la refondation du NPA, nous pensons y compris qu'il y a une refondation globale du mouvement révolutionnaire qui ne peut pas se proclamer soit 4e international et sans aucun esprit politique, polémique. Je ne crois pas qu'on puisse aussi, en contrepartie de ceux qui sont la 4e internationale ou qui se proclament la 4e internationale, proclamer qu'on veut la reconstruire. Je pense que nous sommes dans une autre étape du mouvement ouvrier. Il faut reprendre des choses à neuf, repartir non pas à zéro, parce qu'on repart d'un capital considérable. Contrairement à tous ceux qui croient qu'on est dans une période de recul, nous ne sommes pas dans une période de recul, même si les manifestations de la lutte de classe ne prennent pas, et je dirais presque parfois heureusement, les visages
qu'elle prenait il y a 40 ans, qui était celle du stalinisme. Donc nous n'avons rien à regretter. Et c'est l'une de... Oui, c'est quand même... Bon, on regrette un passé dont on a été les principales victimes et qui a totalement étouffé le mouvement ouvrier, qui est en train de renaître. Il faut remettre de ce point de vue-là, non pas les compteurs à zéro, mais prendre en compte toute cette richesse, y compris celle du trotskisme, pour porter une politique, une stratégie qui s'adressera à l'ensemble des mouvements ouvriers. Nous, on veut y contribuer à notre modeste place, parce qu'on n'est pas vraiment, y compris une fraction organisée au sens embryon de parti, ou comme on le définira, mais nous, on veut contribuer à tout ça, avec vous, avec nos camarades derrière, de la fraction, avec y compris bien d'autres, y compris, nous n'oublions pas, notre vieille famille d'origine lutte ouvrière, parce que je crois que ce serait une erreur de croire que le capital que représente lutte ouvrière aujourd'hui est mort, loin s'en faut. Eux aussi vont être confrontés à tous ces problèmes-là, une nouvelle génération. Donc il y a une nouvelle dynamique qui s'engage, historique, à strictement parler, et dont les semaines qui viennent et les mois qui viennent dans la façon dont nous allons engager la suite, je crois, seront déterminants. Je m'excuse, j'ai quand même beaucoup dépassé le temps de parole, et je vous remercie de votre libéralité. Merci Yvan. Donc je vais essayer en fait d'enchaîner en modifiant un petit peu, y compris en fait l'ordre des éléments, la façon comme j'avais pensé à l'organisation de mon intervention, parce que je veux partir d'un dialogue avec une idée que dit Yvan à la fin, qui peut paraître une idée simple, mais qui malheureusement en fait n'est pas vue comme telle par les principaux courants de l'extrême gauche aujourd'hui, c'est-à-dire cette idée que nous ne sommes pas dans une phase de recul. La réalité, c'est qu'en fait, à mon avis, un des fondements, y compris des principaux problèmes politiques que nous voyons dans un courant comme Mélo, c'est une forme en fait de pessimisme sur la situation, le fait de décréter depuis des décennies que nous sommes dans une phase de recul, et cette appréciation unilatérale de la situation devient un alibi pour une forme de défaitisme de l'intervention des révolutionnaires. Parce que si la période est une période de recul incontournable, les révolutionnaires ne peuvent pas y faire grand-chose. Et malheureusement, la direction de ce qui était la LCR, devenue NPA, qui pendant longtemps a été en quelque sorte un contrepoint de cette vision et qui tendait à voir les éléments les plus dynamiques de la situation et à essayer d'y intervenir, a elle aussi assumé un point de vue selon lequel en fait toute discussion sur la situation commence par la phrase « le rapport de force est défavorable, le mouvement ouvrier est en recul plus que jamais, etc. etc. » Donc moi je voudrais, avant y compris en fait, de discuter des problèmes de la rentrée, c'est-à-dire en fait, de la situation immédiate, discuter contre cette idée qui est une idée en fait qui recouvre une période plus longue. On n'est pas en train de parler seulement de l'année 2022. Dans le cas de Vélo, ça fait plusieurs décennies qu'ils disent ça, en tout cas depuis la restauration du capitalisme, même s'ils ne le disent pas comme ça, en Union soviétique, quoi, depuis la fin des années 80. Et dans le cas du NPA, en tout cas, en fait, pendant toute l'histoire du NPA, le NPA a été lui-même fondé en grande partie sur cette idée que le XXe siècle, avec ses révolutions et ses guerres, etc., était fini et qu'il fallait voir le XXIe siècle comment ça allait se passer, mais que pour l'instant, on était dans une phase de recul qui justifie en quelque sorte de assouplir ce qui était en fait les délimitations stratégiques du parti. Bon, le projet même du NPA était fondé en partie sur cette idée d'une nouvelle période qui était globalement une période de recul. Et moi, je veux en fait essayer de donner une vision, en tout cas en fait d'apporter quelques éléments d'une vision un peu plus en fait nuancée sur les traits généraux de la situation, en partie y compris un certain nombre de points d'accord que j'ai avec des choses qu'il disait Yvan. Je pense que la première chose en fait importante dans la situation, c'est que nous vivons en fait une période relativement longue de crise capitaliste, où il y a une crise particulière en France, par ailleurs en fait sur la place de la France dans l'économie mondiale, mais une crise capitaliste mondiale depuis plusieurs années, parce que la crise de 2008 n'a pas trouvé en fait une solution capitaliste de long terme, et nous allons en fait rentrer dans une nouvelle phase de crise. Nous sommes déjà en train de rentrer en fait avec des aspects catastrophiques, une inflation rampante à l'échelle internationale, mais aussi avec l'explosion de conflits géopolitiques et le retour en fait de la perspective de la guerre
y compris dans des continents où en fait les guerres semblaient avoir été éloignées, comme c'est le cas de l'Europe, et nous assistons à des phénomènes tout à fait inquiétants. En fait, je pense que les camarades vont parler de ça demain, les camarades allemands, en fait, mais par exemple le réarmement de l'Allemagne dans la situation actuelle. Je pense que quiconque connaisse l'histoire du XXe siècle sait que ça ne sent pas très bon pour les années à venir. Donc une situation explosive et convulsive. Mais est-ce que les seuls phénomènes, donc c'est l'offensive patronale et les guerres, ou est-ce qu'il y a quand même depuis un certain nombre d'années l'explosion de tout un tas de processus de révolte, voire y compris de processus révolutionnaires qui ne vont pas jusqu'au bout, y compris en fait à l'échelle de quasiment tous les continents. Il y a eu une petite interruption avec la pandémie, mais la réalité c'est que les années qui ont précédé la pandémie, en particulier 2018 et 2019, ont été en fait des années particulièrement riches en termes en fait de lutte de classe à l'échelle internationale. Il suffit de citer quelques pays, l'Algérie, Hong Kong, on a parlé des pays latino-américains, l'Équateur, la Colombie, y compris des pays qui avaient été des bastions d'une stabilité de droite, comme par exemple la Colombie en Amérique latine, et qui ont été traversés par des mouvements sociaux extrêmement importants. Et dans ce cadre-là, le cas de la France, à mon avis, est un cas d'école. Parce que si on regarde en fait la situation, c'est quelque chose qu'on dit beaucoup et je pense qu'il faut insister sur cette idée. Si on regarde en fait ce qui s'est passé en France, il n'y a même pas besoin d'aller très très loin, mais depuis 2016, c'est-à-dire en fait à l'échelle de en fait, 6 ans seulement, et même si on prend juste la période entre 2016 et 2020, qui a été la période la plus riche, la réalité, c'est qu'on a vu sortir dans la rue et dans des mouvements qui avaient une certaine ampleur nationale, l'ensemble des secteurs de la classe ouvrière, comprise dans son sens large. Donc en 2016, on a vu en fait beaucoup la jeunesse, mais aussi un certain nombre de grands bastions du privé qui étaient très touchés en fait par la loi El Khomri. Il y a en particulier une grève très forte en fait des raffineries. Il y a des camarades qui sont dans cette université qui ont fait leur première preuve militante, y compris en fait à cette époque-là. Nous avons vu en fait quasiment dans la foulée un mouvement en fait extrêmement long et combatif dans des secteurs en fait les plus importants et qui sont dans un secteur avec une position stratégique forte, qui sont en fait les cheminots en France et qui ont mené pendant 3 mois une bataille contre la privatisation du rail en France, qui a été perdue dans une grande mesure en fait de par la politique de la bureaucratie, qui était une catastrophe plutôt que de la combativité en fait, des cheminots. Et nous avons enchaîné avec le mouvement des Gilets jaunes, un soulèvement populaire extrêmement explosif, tout en ayant plein d'éléments de confusion en fait dans ces acteurs, mais qui a dans une certaine mesure en fait rappelé que la lutte de classe c'est pas juste en fait les mouvements bien rangés, bien organisés, mais c'est des fois des explosions y compris confuses face en fait à des injustices sociales qui sont perçues comme telles, y compris par des secteurs qui ne sont pas les secteurs organisés du mouvement ouvrier. Et nous avons vu, en fait, au-delà de ça, ensuite les retraites, à nouveau les secteurs stratégiques de la classe ouvrière se mettre en mouvement, pour ne pas parler de toutes ces couches de la jeunesse, de plusieurs secteurs sociaux de la jeunesse qui ont vécu en fait un éveil politique majeur sur ces dernières années. Que ce soit autour des questions en fait féministes, il y a toute une nouvelle génération en fait politisée par les questions de la lutte contre le patriarcat. La question écologique est devenue un vecteur de politisation et de radicalisation sur un terrain anticapitaliste pour toute une partie de la jeunesse. Et en fait, y compris plus récemment, un secteur de la jeunesse qu'on avait moins l'habitude de voir se mobiliser de façon organisée, qui sont les jeunes des quartiers populaires, qui se sont beaucoup reconnus dans la lutte en fait, contre les violences policières et en particulier dans le combat pour justice et vérité pour Adama Traoré. C'est-à-dire en fait que regarder ce pays-là et dire il ne se passe rien, on est sur une phase de recul et on ne peut rien faire, c'est une forme en fait de vouloir s'aveugler face à une situation qui n'est pas une situation ouvertement révolutionnaire, les camarades. Ce n'est pas de ça qu'on est en train de parler. Mais en fait les organisations révolutionnaires et l'extrême gauche, elles se mesurent par rapport en fait à son intervention dans des situations données. Qu'est-ce qui est possible de faire dans une situation donnée et quel est l'apport que les révolutionnaires peuvent faire dans une telle situation. Un vieux révolutionnaire disait qu'une organisation qui se veut révolutionnaire se mesure par rapport aux apports qu'elle fait à la classe
et à des moments donnés où la classe a besoin d'apports politiques, d'apports en fait en termes de conscience et de marxisme. Et force est de constater que en fait pendant toutes ces années, et je pense qu'on pourrait même aller plus loin, il y a une forme en fait de paradoxe dans la situation mondiale, mais je pense que la France est particulièrement démonstrative de ça, c'est-à-dire en fait que d'un côté, il est difficile d'identifier, et je mets au défi les camarades qui sont dans la salle, quel a été le processus de tout ce qu'on a parlé, 2016, 2017, gilets jaunes, retraite, dans lequel en fait l'extrême gauche et ses principaux courants organisés, en particulier les deux grandes organisations de l'extrême gauche, la majorité du NPA et en fait Lutte ouvrière, quel a été le rôle déterminant, qualitatif, l'apport qualitatif à la classe qui a été fait par l'extrême gauche à l'intérieur de ces mouvements-là. Et la réalité, en fait, c'est que c'est relativement pauvre. À mon avis, en lien, en fait, ça n'est pas sans rapport avec cette idée du recul, d'une situation dans laquelle le rapport de force, de toute façon, est négatif, et donc les révolutionnaires, ils sont condamnés à, en fait, regarder de l'extérieur, distribuer les bons et les mauvais points, etc. etc. Donc, ça veut dire que la situation, en fait, que nous sommes à la veille de la révolution et que tout roule, etc. Bien évidemment que non, les camarades. La réalité, à l'échelle mondiale, c'est qu'il y a une partie de ceux qui disent, en fait, les directions de l'extrême gauche, qui est vrai. Il y a un recul du marxisme assez important. Il y a un recul, en fait, de la conscience de classe, dans le sens où on l'entend à l'intérieur en fait, de notre classe même, qui est le produit de 40 ans ou 50 ans sans révolution victorieuse, qui est le produit de trahison aussi des directions qui se voulaient des directions du mouvement ouvrier, et qui fait en fait qu'il y a, y compris à l'intérieur de notre classe, et quiconque est milité un tant soit peu dans le mouvement des Gilets jaunes a pu l'apercevoir, en fait, beaucoup de confusion. Après en fait la question du vaccin et de la pandémie a accentué ça, et une confusion qui parfois peut avoir y compris des conséquences catastrophiques. On a vu aux dernières élections des gens qui avaient en fait qu'on avait côtoyé dans le mouvement des Gilets jaunes, voire y compris dans des mouvements où la classe ouvrière jouait un rôle central comme le mouvement des retraites, être tentés par le vote Le Pen pour dégager Macron. C'est-à-dire en fait que les luttes en elles-mêmes, l'agitation sociale en soi ne règle pas le problème des révolutionnaires. Parce qu'on peut avoir un mouvement qui à un moment donné, en fait, on a l'impression qu'il met le pays à feu, mais si les conclusions qui sont tirées par les acteurs mêmes et par tous ceux qui ont regardé cette expérience sont qu'au final, on peut voter Marine Le Pen en fait, pour dégager Macron, vous voyez bien en fait, que ça ne fait pas avancer les choses dans le sens de la révolution. Et on voit dans plusieurs pays des tendances, y compris en fait, de secteurs de la classe ouvrière, d'être attirés par en fait, des idéologies de type réactionnaire, de type nationaliste, des idéologies qui divisent la classe, qui mettent les uns contre les autres, etc. etc. Et ça permet donc, à mon avis, de commencer à concrétiser le problème de quel serait donc le rôle des révolutionnaires dans la lutte de classe. Parce que oui, on doit intervenir, mais intervenir comment? Pourquoi faire? Quel est notre rapport à nous? Qui ne sait pas juste à lutter jusqu'au bout et être les plus déterminés, même s'il faut l'être aussi. Cet apport-là, et c'est une idée que je partage en fait aussi de ce que disait Yvan, c'est un apport qui doit être en termes de stratégie et de programme. La stratégie et le programme sont en général pour changer la société, mais s'ils ne s'appliquent pas à chaque lutte concrète, le chemin entre chaque lutte concrète et la révolution, vous voyez en fait qu'il est impossible. Et donc de ce point de vue-là, il me semble en fait, qu'il y a un certain nombre de problèmes stratégiques capitaux auxquels en fait, les révolutionnaires peuvent et doivent apporter des réponses. Le premier, et je vais faire un pont avec l'atelier qu'on va faire cet après-midi, la formation en fait, sur le livre, le premier aspect, c'est la question en fait, de l'unification de la classe. Et de ce point de vue-là, il faut d'abord et avant tout partir d'un point de vue de la classe qui ne soit pas un point de vue ouvriériste, dogmatique, comme parfois en fait peut avoir un peu les camarades de lutte ouvrière. Pour nous, la classe ouvrière, camarades, sont tous ceux et celles que pour vivre n'ont pas d'autre choix que celui de vendre leur force de travail en échange d'un salaire.
et qui en fait ne sont pas dans les forces de répression ni en fait cadres dirigeants de grandes entreprises. C'est-à-dire en fait l'immense majorité de la population mondiale aujourd'hui et la majorité en fait de la population dans un pays comme la France. Néanmoins, cette classe elle est profondément divisée. Y compris en fait parfois on se retrouve avec le problème que les membres de cette même classe ne se reconnaissent pas comme membres de cette classe. Et parfois entre un cadre ou en fait un technicien qui gagne 3 000 € et qui travaille dans une boîte de l'automobile et la femme de ménage qui nettoie son bureau avant qu'il arrive, l'identification en termes en fait de classe, de problème, de vie, elle n'est pas immédiate. Notre classe elle est hétérogène et c'est notre programme et notre stratégie qui peut apporter des réponses à ça. Quelques exemples, les camarades, sur des luttes concrètes que nous avons vécues. En 2016, en se battant seulement en fait pour préserver les contrats en CDI tels qu'ils existaient, mais sans poser le problème de tous les travailleurs qui n'avaient déjà pas de CDI, c'est-à-dire sans intégrer dans notre programme l'ensemble des travailleurs précaires, c'est très compliqué en fait de pouvoir unifier notre classe. Mais l'unification en fait d'un camp qui puisse gagner contre cet ennemi puissant qu'est la bourgeoisie, elle va au-delà même en fait de la seule classe ouvrière en tant que telle. Et ne pas être ouvriériste, ça veut dire aussi penser que la classe ouvrière, elle a en fait une responsabilité et un rôle à jouer vis-à-vis des combats de l'ensemble des opprimés, de tous ceux qui subissent la violence du système capitaliste, qu'ils soient directement ouvriers ou pas. Et pourquoi j'insiste sur ça, les camarades? Parce que je pense que ce problème est une des clés pour répondre à une autre question qui a été évoquée aussi par Yvan, c'est-à-dire un des autres éléments d'échec de l'extrême gauche sur la dernière période, en plus de ne rien avoir apporté aux luttes qui ont existé, est le fait que cette extrême gauche est incapable d'attirer, de gagner au marxisme révolutionnaire à une large échelle une nouvelle génération militante qui existe, qui est radicale et qui s'est politisée en grande partie non pas autour des combats économiques de la classe ouvrière, mais de questions de société qui les touchent plus ou moins directement. Parce qu'ils sont racisés et ils se font réprimer par la police systématiquement dans leur quartier, parce qu'ils ont 18 ans et ils voient en fait que dans le rythme où les choses vont, ils n'auront pas une planète pour vivre en fait dans quelques années, ou parce que en fait ils sont conscients et subissent tous les jours la violence en fait de l'oppression contre les femmes, contre les personnes LGBTI, etc., etc., etc. Et il y a une sorte en fait de miroir inversé infernal dans l'extrême gauche où l'organisation qui s'est toujours plus occupée de ce genre de questions, qui était la Ligue et après le LPA, n'a pas du tout la question de l'implantation de la classe ouvrière et de l'intervention dans la classe ouvrière comme une priorité, et ceux qui l'ont considèrent que toutes ces questions-là sont en fait des questions secondaires, que l'important c'est la classe ouvrière et que le reste on le laisse pour après. Nous avons eu à la fête de Hello un débat en fait très illustratif de ça avec les camarades de Hello, où on leur disait en fait mais le jeune ouvrier qui travaille dans la même entreprise où vous militez et qui subit le racisme et qui vient discuter de ça avec vous, qu'est-ce que vous leur dites? Ils répondaient en fait honnêtement, en toute sincérité, on leur dit discutons de ce qu'on a en commun. Donc ne parlons pas du racisme, parlons des salaires, parlons du problème de l'entreprise, c'est-à-dire en fait ce qui nous rassemble. La réalité, c'est que la logique, en tout cas, avec laquelle nous pensons ce problème-là, elle est la logique inverse. C'est-à-dire que si le mouvement ouvrier veut montrer qu'il peut être une alternative contre un système qui opprime les ouvriers, mais qui opprime aussi les personnes LGBT, qui opprime aussi en fait les personnes racisées, il faut que le mouvement ouvrier fasse la démonstration qu'il est capable et prêt de prendre à son propre compte ces combats, de en fait être lui aussi un combattant contre en fait l'oppression de l'ensemble en fait des personnes racisées, etc., etc. Ou par exemple en fait autour de la question de l'écologie, il y a en ce moment même en fait un atelier qui doit être très intéressant, c'est l'atelier sur en fait, la grève de Grand Puy. C'est un petit exemple dans lequel en fait quelques camarades révolutionnaires implantés dans une boîte où en général l'écologie c'est pas très à la mode, que c'est total, ont réussi à tisser des ponts avec le mouvement écologiste en fait à une échelle que jusqu'ici je pense en fait avait été peu fait. Nous on a l'impression que en fait cette question-là, c'est-à-dire de comment la classe ouvrière, comment on a une stratégie, un programme pour unifier la classe, mais aussi pour entourer la classe ouvrière de l'ensemble des alliés qui sont en fait intéressés dans une révolution qui abatte le système capitaliste, est la question centrale
que doit se poser toute organisation en fait qui pense la révolution un tant soit peu sérieusement. Parce que le fait qu'il va y avoir des révoltes, qu'il va y avoir en fait des grèves, qu'il va y avoir des mouvements, je pense que c'est plus ou moins acquis, les camarades, dans les prochaines années. Ce n'est pas ça le principal problème auquel nous serons confrontés. Le principal problème auquel nous serons confrontés sera le problème de savoir quelle sera, en quelque sorte, en fait, la capitalisation politique, en fait, le résultat politique de cela, et est-ce que ces mouvements, ils feront avancer notre combat plus général, qui est un combat pas juste pour gagner quelques luttes partielles, mais pour abattre un système qui, si on ne l'abat pas, c'est lui qui va nous abattre dans quelques années. Pour tout cela, en fait, la question de la construction d'une organisation, en fait, qui ne soit pas, en fait, n'ait pas cette conception défaitiste de l'intervention des révolutionnaires. Ils tentent, en tout cas, de pouvoir apporter des choses à la classe dans ses propres luttes, avec une logique, en fait, qui unifie programme, stratégie et lutte de classe, va être déterminante. Nous avons, les camarades, combattu parfois ensemble, parfois séparément pour une perspective de ce type-là dans l'ONPA pendant 12 ans. Nous n'avons pas en fait commencé en construisant une organisation indépendante tout seul. Déjà nous avons été en fait plutôt poussés vers la sortie du UNPA, mais au-delà de ça, si aujourd'hui nous nous posons cette question, c'est parce que nous pensons que dans une certaine mesure, en fait, le combat pour cette perspective dans l'ONPA, il s'est épuisé de notre point de vue, en tout cas, et qu'aujourd'hui, y compris, en fait, l'ONPA est en train de franchir un pas très très important, dont l'intervention d'Aurélie trouvée dans le meeting du UNPA et une démonstration où il se positionne de plus en plus politiquement, et même si ce n'est pas la politique des camarades, et ils la combattent de l'intérieur, mais il se positionne de plus en plus politiquement comme en fait une aile plus ou moins en fait intérieure et extérieure de l'ANUPS. C'est-à-dire qu'ils sont organisationnellement indépendants, mais dans leur meeting, ils déroulent le tapis rouge à la présidente du Parlement de l'ANUPS et expliquent qu'en fait, on ne sait pas trop si la gauche réformiste c'est bien ou c'est mal, on verra dans l'avenir. Donc on voit bien en fait qu'il y a une ligne importante qui a été franchie. Pour nous, c'est une mauvaise nouvelle que cette ligne a été franchie, mais il nous semble en fait que dans la période actuelle, la façon comme nous pouvons au mieux contribuer à faire bouger les lignes, y compris dans l'ensemble de l'extrême gauche, et à dialoguer, parce que c'est notre intention et c'était le but en fait de cet atelier aujourd'hui qu'on avait pensé y compris plus large, mais que nous sommes ravis de faire aujourd'hui avec Yvan, c'est le problème de voir si l'émergence dans ce pays d'une organisation révolutionnaire qui ne soit ni en fait l'ouvriérisme dogmatique de Hello d'un côté, ni en fait la politique que nous considérons en fait liquidatrice de la direction en fait du NPA, si l'émergence d'une organisation de plusieurs centaines, par exemple, ce qui n'est pas un parti révolutionnaire en soi, hein, mais une organisation de plusieurs centaines, peut-être en fait faire bouger les lignes, parce que c'est quelque chose en fait qui n'a pas trop existé. La réalité c'est que le panorama du mouvement trotskiste, il est dominé par trois grandes familles depuis un certain nombre d'années. On a l'impression en tout cas en fait que ça fait quelques années que ces différents logiciels sont en panne et qu'il faudrait en tout cas qu'on essaye, et c'est en quelque sorte en fait le pari qu'on fait, mais qu'on essaye en fait de contribuer à notre échelle en fait à refonder une extrême gauche en fait qui serve davantage pour les combats à venir en fait, que celle qui existe aujourd'hui. C'est à ça par ailleurs en fait qu'on invite l'ensemble des participants à cette université d'été en fait à contribuer dans les prochains mois d'ici le congrès de fondation en fait qu'on envisage pour la fin de l'année. Mais en tout cas en fait ce sera dès aujourd'hui et même après en fait la création de cette organisation pour nous un débat avec toutes les autres traditions de l'extrême gauche, en confrontation en fait de positions politiques, stratégiques et d'expériences en fait mutuelles, et c'est pour ça que c'est important pour nous de pouvoir dialoguer de ça, avec y compris en fait, des camarades avec lesquels on n'est pas forcément d'accord sur tout, mais avec lesquels en fait en tout cas pour nous c'est important de continuer à échanger et à discuter.